Parce qu'il y a toujours un envers du décor, aujourd'hui dans Réversible, Giovanni Falcone, le magistrat, contre la mafia. Il fait chaud en cette fin d'après-midi du 23 mai 1992. Sur la colline qui surplombe l'autoroute A29, entre Palerme et Punta Raisi, deux hommes attendent fébrilement sous un soleil écrasant. Un troisième individu roule sur une route parallèle et fournit la localisation du convoi qu'il suit. Tout est prêt. 13 bidons d'explosifs, l'équivalent de 400 à 500 kilos, ont été positionnés sous le bitume dans un canal de drainage en ciment qui passe sous l'autoroute. Quand on lui donnera le signal, Giovanni Brusca n'aura qu'à actionner le détonateur de la télécommande qu'il tient entre les mains. Et justement, un peu avant 18h, Gioacchino La Barbera lui annonce par téléphone que les 3 voitures arrivent. Giovanni Falcone se trouve dans l'une d'entre elles. Falcone est né en 1939 et grandit dans un quartier qui, pendant longtemps, conserve les stigmates des bombardements de 1943. Entre la déconstruction puis l'abandon, le quartier de la Calza est un fourmillement perpétuel où se côtoient des familles pauvres, majoritaires, quelques familles de la petite bourgeoisie à laquelle il appartient, et bien sûr, des futures figures du crime organisé. Parmi celles-ci, il y a d'ailleurs Tommaso Buscetta. Mais Falcone a choisi de faire des études de droit et devient magistrat en 1964. Les premières années de sa carrière n'ont a priori rien d'exaltant. Il épluche des procédures de faillite, des successions et des transferts de biens. Néanmoins, c'est en dépouillant ces interminables dossiers qu'il décèle les premières traces financières de Cosa Nostra. Tandis que ses collègues se heurtent à l'opacité et à la loi du silence, Falcone observe les chiffres, et eux sont éloquents. C'est à ce moment-là, en 1978, qu'il est nommé juge d'instruction à Palerme. Il rejoint rapidement l'équipe de Rocco Chinnici dans le cadre du procès Spatola. Et c'est un point crucial, puisque l'affaire est extrêmement délicate. En effet, si Chinnici est devenu le chef du bureau d'instruction, c'est parce que son prédécesseur, Gaetano Costa, a été assassiné. Le motif de ce meurtre ? L'affaire Spatola. Pour avoir signé 55 mandats d'arrêt, Costa s'est pris 6 balles dans le dos en août 1980. Dans cette ambiance qu'on imagine morne et pesante, Falcone, qui a à peine plus de 40 ans, mesure très concrètement ce que ce combat peut lui coûter. Mais il ne renonce pas, il ne faiblit pas. Au contraire, il profite des enquêtes préparatoires pour mettre au point ce qu'on appellera bientôt la méthode Falcone, celle qu'il avait jusque-là esquissée en suivant les flux d'argent. Cette fois-ci, il parvient à reconstruire un dense réseau qui relie Spatola, l'entrepreneur en bâtiment, aux familles Inserillo et Di Maggio de Palerme, mais aussi à la branche américaine de New York, les Gambino. C'est la première fois, sur le plan juridique italien, qu'une telle connexion transnationale est attestée grâce au travail minutieux de Falcone. Il a en effet cartographié les nombreux mouvements bancaires qui en donnent la preuve formelle. Spatola, qui se présentait comme un entrepreneur parti de rien, est en réalité un véritable escroc. Il a bâti des écoles en profitant de marchés publics truqués et il blanchit allègrement l'argent provenant du trafic de drogue. C'est ce que démontre enfin le procès qui se tient en 1982. Cette même année, pourtant, est marquée par 2 terribles secousses dans l'environnement professionnel immédiat de Falcone. La première concerne Pio La Torre, qui, en sa qualité de député, avait présenté en mars 1980 une proposition de loi composée d'une 30aine d'articles qui avait pour objectif de légiférer sur la prévention et la répression du phénomène mafieux et de proposer la création d'une commission parlementaire de surveillance. Parmi les magistrats qui ont aidé à l'élaboration de ce texte ambitieux, nous retrouvons Giovanni Falcone, mais aussi celui qui deviendra sans doute son plus cher collègue et ami, Paolo Borsellino. Seulement, cette proposition de loi rencontre de fortes résistances en interne, c'est-à-dire des blocages politiques au sein même des institutions.
Ces résistances sont principalement incarnées par les deux hommes forts du Parti de la démocratie chrétienne en Sicile, Vito Ciancimino, ancien maire de Palerme, et Salvo Lima, qui a occupé la même fonction, mais qui a également été député européen. Est-ce que cela devrait nous mettre la puce à l'oreille ? Bien sûr, mais il faut attendre d'avoir des preuves. Rognoni, le ministre de l'Intérieur de l'époque, soutient la proposition de loi, mais il ne parvient pas à faire céder ses opposants. Néanmoins, sur les conseils de la Torre, il fait nommer Dalla Chiesa préfet de Palerme. Ce n'est donc pas encore une victoire retentissante, mais c'est une petite avancée, puisque Dalla Chiesa est un homme aguerri, qui, en plus, connaît très bien la Sicile. Il avait débuté sa carrière à Corleone et avait très vite compris où il avait mis les pieds. Plus tard, à la tête des carabiniers de Palerme, il avait activement lutté contre Cosa Nostra, et même sur les liens entre l'organisation criminelle et le pouvoir local. Sa nomination est donc une petite consolation pour le député La Torre et pour les magistrats qui l'entourent. Si la loi n'est pas encore promulguée, au moins la présence de Dalla Chiesa est un signal fort contre Cosa Nostra. Pourtant, les deux hommes ne se croiseront jamais. L'ironie de l'histoire est que Dalla Chiesa arrive en Sicile le soir même de l'assassinat de Pio La Torre, le 30 avril 1982. Ce matin-là, l'enchaînement des faits ressemble à une scène de film. Une rue étroite, deux motos qui encerclent le véhicule du député, puis le forcent à ralentir. Quand leur cible n'est plus en mouvement, la fusillade éclate. La Torre et son chauffeur sont abattus par une pluie de balles. Il faut tout de même s'arrêter 2 secondes sur ce que ça signifie. La mafia vient de tuer un député. Il est impossible pour les Italiens de ne pas penser à l'assassinat du député socialiste Giacomo Matteotti, qui avait été tué le 10 juin 1924 par le régime fasciste de Mussolini. C'est une onde de choc violente pour l'entourage de La Torre, car il ne fait aucun doute que ce meurtre est une réponse à la proposition de loi contre la mafia. Dès son arrivée, et peut-être en réaction à ce tragique événement, Dalla Chiesa met tout en œuvre pour affaiblir Cosa Nostra. Malgré l'absence de pouvoirs spéciaux qu'on lui avait pourtant promis, il parvient à interrompre un sommet des Corléonais. Il découvre aussi une raffinerie d'héroïne et surtout, il publie une cartographie du pouvoir mafieux à Palerme qui débouche sur 87 mandats d'arrêt et 18 arrestations. C'est là qu'arrive la seconde secousse de l'année 1982. Dalla Chiesa, avec celle qu'il avait épousée 54 jours plus tôt, est assassiné à son tour le 3 septembre dans des conditions très proches de celles qui ont coûté la vie à La Torre. Pour Falcone et les hommes de l'antimafia, le message est très clair. Tout cela se déroule, rappelons-le, sur fond de deuxième guerre de mafia, parce que depuis environ 1 an, les hommes de Riina écrasent méthodiquement et surtout brutalement les familles rivales. Palerme compte ses morts par centaines et la mafia vise donc aussi d'honnêtes citoyens qui n'ont pour seul défaut que celui de se battre contre elle. Néanmoins, la mort de La Torre, puis celle de Dalla Chiesa, provoque une indignation populaire telle que le Parlement ne peut plus faire l'autruche. La loi est adoptée en urgence 10 jours après l'assassinat du préfet. Elle portera les 2 noms, Rognoni, La Torre. Et elle inclut le fameux article 416 bis qui condamne pour association mafieuse. La mafia est enfin entrée dans le code pénal italien. L'année suivante marque un tournant dans l'itinéraire de Falcone. Il entre dans le pool antimafia dont j'ai déjà parlé. Dans cette équipe de juges, il travaille notamment avec Paolo Borsellino. Les 2 hommes ont beaucoup en commun. Ils ont presque le même âge, ils ont grandi dans le même quartier et surtout, ils partagent une conscience morale aiguë. Au fil du temps, leur relation professionnelle se mue en amitié sincère. Quoi de moins étonnant dans un environnement aussi tendu où une mission de service public devient un motif suffisant pour mourir. D'autant que, de toute évidence, les hommes du pool antimafia dans ces années-là sont aussi des hommes isolés. Que ce soit par crainte des représailles ou parce qu'ils ont carrément des accointances avec la mafia, en tout cas, les collègues magistrats sont de moins en moins nombreux à venir partager les pauses. À l'antimafia, donc, l'objectif consiste à échanger les informations en permanence. Tous les dossiers doivent être communs et la méthodologie repose sur 3 verbes: recouper,
relier, reconstruire. Pour eux, il ne s'agit plus de chercher les exécutants, mais de lever le voile sur les chaînes de commandement, les protections et les circuits financiers. Grâce à cela, les enquêtes prennent une toute autre dimension. Elles ne se focalisent plus sur un fait ou sur un individu, mais elles s'élargissent à un système et se structurent aussi bien que lui. Et c'est là que Tommaso Buscetta ressurgit dans ce récit. On se souvient qu'en 1984, Falcone le rencontre pour la première fois au Brésil et que suite à cet échange, Buscetta va ouvrir les vannes et faire des révélations de premier plan à Falcone. Ce sont elles qui permettent de comprendre que l'intuition de la mise en commun des dossiers était excellente, puisque la mafia se révèle être une organisation hiérarchique et rigoureusement compartimentée. Tout cela conduit donc au Maxi Procès, le premier procès contre la mafia sicilienne. Parallèlement aux avancées majeures contre la mafia, les menaces de mort, évidemment, s'intensifient. Il y aurait vraiment de quoi se décourager. Et même certains journalistes s'étonnent de la détermination inébranlable de Falcone. Pendant une interview demeurée célèbre, qui date de 1986, un journaliste lui dit « Vous avez consacré une grande partie de votre existence à la lutte contre la mafia. Vous êtes considéré par les clans comme le symbole de l'État à combattre, à frapper. Vous vivez blindé. Mais qui vous oblige à le faire ?» Ce à quoi Falcone, assis à son bureau et dans un sourire, répond simplement « l'esprit de service ». Mais revenons-en au fil des événements et à deux éléments dont on parle peu mais qui sont pourtant très significatifs pour comprendre l'ampleur de ce procès dans la Sicile du début des années 90. Déjà, il a été difficile de trouver un juge qui accepte de conduire ce procès. Il y aurait eu, au bas mot, une dizaine de refus avant la validation d'Alfonso Giordano qui, et c'est surprenant, n'a aucune expérience dans l'antimafia. Il n'a même jamais mis les pieds dans une cour d'assises. Le juge barbu, comme il est surnommé, préside pourtant 22 mois d'audience d'une main de maître, dans cette fameuse salle bunker, construite pour l'occasion, avec les précautions qui s'imposent. Et c'est sur ce point qu'un second élément, une anecdote qui n'en est pas une, mérite qu'on s'y attarde un instant. Comme on s'en doute, il y a eu un appel d'offres pour veiller au ménage et à l'entretien de cette salle d'audience. On peut supposer à ce moment-là que l'opération est tout de même particulièrement contrôlée. Mais, 6 mois avant l'ouverture du procès, le fils du chef de l'entreprise qui a remporté l'appel d'offres est assassiné. Et ce n'est pas tout. Le jour de l'ouverture du procès, Giovanni Bontate, un mafieux de premier plan, décide de prendre la parole et lit un communiqué qu'il a rédigé au nom de tous les mis en cause. Son malheureux discours consiste à nier un quelconque rôle dans l'assassinat de Claudio Domino, le fils de l'entrepreneur. Mais il fait une faute énorme. Quand il parle, il utilise le « nous ». Quand il dit par exemple « nous condamnons ce meurtre affreux ». Involontairement et sans même s'en rendre compte, Bontate vient d'avouer que tous les mis en cause présents dans la salle appartiennent à une seule et même organisation. C'est un moment historique où, avant même l'ouverture du procès, Bontate admet l'existence de Cosa Nostra. Falcone, impassible, sait que ce lapsus vaut plus que des milliers de pages d'arguments. Le verdict du maxi-procès tombe en décembre 1987, mais le vrai test vient après, l'appel en 1990, puis la Cour de cassation en janvier 92. Et c'est officiel, l'État italien reconnaît enfin judiciairement l'existence de la mafia et condamne sévèrement ses affiliés. La loi anti-mafia, qui aura traîné pendant 2 ans, a enfin été appliquée. Et du même coup, notons que ce procès a permis de comprendre et surtout de prouver pourquoi Ciancimino et Lima, les 2 anciens maires de Palerme, marquaient de si forte résistance vis-à-vis de cette loi anti-mafia. Le premier se fait arrêter grâce aux déclarations de Buscetta qui confirme qu'il est de mèche avec les mafieux de Corleone. Il est donc condamné pour corruption et association mafieuse, c'est-à-dire par la loi qu'il a lui-même tenté de bloquer. Et c'est d'ailleurs le premier homme politique italien à être condamné pour ses liens avec la mafia.
Salvo Lima, quant à lui, subit directement la vengeance de Rina, auquel il avait promis que les peines à perpétuité ne seraient pas maintenues. Le 12 mars 92, un commando à moto surgit au moment où il s'apprête à quitter sa villa. Puisque sa voiture se retrouve immobilisée, Lima s'échappe en courant. Mais la moto fait demi-tour, le passager descend et lui tire 2 balles dans le dos, puis une 3e dans la nuque. Falcone sait pertinemment que ce meurtre est une réaction d'orgueil et que la mafia tente à tout prix de préserver son image de pouvoir. S'ils en viennent à assassiner un allié qui les a déçus, il est évident que cela va coûter très cher à ceux qui se battent pour les amener devant la justice. À la suite du maxi-procès, Falcone connaît un triomphe amer qui l'isole davantage. Le verdict final de 1992 le désigne comme cible suprême. Rina le nomme explicitement dans ses ordres de mort et les intimidations deviennent quotidiennes. Pour Falcone, le climat est de plus en plus vicié. Il est contesté par ses pairs, qui jalousent ses succès et l'accusent de n'être poussé que par l'ambition. Il est bloqué par le Conseil supérieur de la magistrature, qui lui refuse la direction du pôle antimafia, qui de toute façon se délite. Et tout ça au profit d'un autre magistrat qui avait certes de l'expérience en la matière, mais rien de comparable avec la carrière de Falcone. Ce dernier, qui se sent rejeté par l'institution, accepte alors un poste à Rome en 1991. Il devient directeur des affaires pénales au ministère de la Justice. À ce titre, il défend ardemment la création de la future DNA, la Direction nationale antimafia. Et en décembre de la même année, la DNA est officiellement créée. Pendant cette période, les liens entre Falcone et Borsellino demeurent intacts malgré la distance. Ils échangent régulièrement et s'autorisent, via des téléphones sécurisés bien sûr, des confidences qu'ils ne peuvent se permettre avec personne d'autre. Ils évoquent ensemble les avancées institutionnelles, mais aussi les menaces de mort qui s'accumulent. On peut se demander comment un homme comme Falcone peut continuer à travailler et à vivre même dans un climat psychologique aussi difficile, et comment il parvient à ne pas céder à la peur. Pourtant, il l'avoue lui-même, il n'est évidemment pas hermétique. Et quand on lui pose la question, il répond avec sagesse. L'important n'est pas de savoir si on a peur ou non, c'est de savoir vivre avec sa peur et de ne pas se laisser conditionner par elle. Voilà ce qu'est le courage, autrement ce n'est plus du courage, c'est de l'inconscience. C'est quelque chose qu'il partage avec Borsellino, resté sur le front sicilien et qui lui transmet les échos du terrain, notamment les rumeurs de guerre mafieuse, mais aussi les silences de plus en plus pesants de certains collègues. En clair, la complémentarité des deux hommes persiste. L'un pense stratégie nationale depuis Rome, tandis que l'autre tient la ligne à Palerme. Et puis arrive le 23 mai 1992. Comme cela leur arrive souvent, Falcone et son épouse Francesca Morvillo décident de rentrer en Sicile pour le week-end. Mais sur la colline qui surplombe l'autoroute A29 entre Palerme et Punta Raisi, 2 hommes attendent fébrilement sous un soleil écrasant. Un 3e individu roule sur une route parallèle et fournit la localisation du convoi qu'il suit. Tout est prêt. 13 bidons d'explosifs, l'équivalent de 400 à 500 kilos, ont été positionnés sous le bitume dans un canal de drainage en ciment qui passe sous l'autoroute. Quand on lui donnera le signal, Giovanni Brusca n'aura qu'à actionner le détonateur de la télécommande qu'il tient entre les mains. Et justement, un peu avant 18h, Gioacchino La Barbera lui annonce par téléphone que les 3 voitures arrivent à la hauteur de Capaci. La première voiture, qui est composée de 3 membres de l'escorte policière, est littéralement pulvérisée et ne compte aucun survivant. La charge d'explosifs est si lourde que l'explosion creuse un cratère de 60 mètres, 11 mètres de large pour 10 mètres de profondeur, soulevant un bloc d'asphalte immense contre lequel la voiture de Falcone et de son épouse s'écrase brutalement. Ils sont tous deux violemment projetés et traversent le pare-brise. La montre de Francesca vient de s'arrêter. Il est 17h58. Quand les secours rejoignent le lieu de l'attentat, Falcone et son épouse sont tous deux dans un état critique. Ils sont transportés d'urgence en hélicoptère
à l'hôpital de Palerme avec les occupants du 3e véhicule à travers un chaos de bitume, de poussière, de sang et de métal. L'Italie retient son souffle, mais malheureusement, environ 1 heure après, Falcone succombe à ses blessures. Le 25 mai 1992, Palerme semble s'être figé. Il pleut depuis le matin, une pluie fine et insistante qui s'abat sur la foule, laquelle est amassée autour de la cathédrale San Domenico. À l'intérieur, 5 cercueils sont alignés, côte à côte, devant l'autel, chacun drapé dans le tricolore italien. Sur ceux de Falcone et Morvillo, leurs toges de magistrats sont soigneusement pliées. Sur ceux des 3 agents, les képis de police. L'attentat de Capaci a tué Giovanni Falcone, 53 ans, magistrat. Francesca Morvillo, 46 ans, magistrate, et la seule femme magistrate a été assassinée en Italie. Antonio Montinaro, 30 ans, policier, qui avait échangé son service ce matin-là quand il a appris que Falcone devait arriver de Rome dans l'après-midi. Vito Schifani, 27 ans, policier, père d'un enfant de 4 mois. Rocco Di Cillo, 30 ans, policier. Les funérailles des victimes sont retransmises en direct, suspendant tous les programmes télévisés du pays. Au cours de la cérémonie, une jeune femme se lève et monte à l'ambon. Elle s'appelle Rosaria Costa, elle a 22 ans, dans ses bras, elle tient un enfant de 4 mois qui ne connaîtra jamais son père autrement qu'en photo. Sa prise de parole est très émouvante. D'abord, elle s'indigne et s'adresse directement aux assassins de son mari. Elle dit « Je sais que certains d'entre vous sont ici ». Et puis, dans les larmes, elle ajoute « Je vous pardonne, mais vous devez vous mettre à genoux ». En fait, elle propose une rédemption qui ne trouvera évidemment aucun écho. Paolo Borsellino, qui fait partie de ceux qui ont porté le cercueil de Falcone, a le visage marqué et l'âme déchirée. Lors de la cérémonie, il prononce un émouvant discours dans lequel il déclare « Giovanni a donné sa vie par amour pour Palerme, par amour pour la justice, par amour pour l'État qu'il voulait plus fort. » Mais il ajoute également quelqu'un devra parler, en regardant la foule et les caméras, sous-entendant que les secrets que Falcone emportait avec lui, sur les complicités au sommet de l'État, ne devaient pas mourir avec lui. Cette formule, restée légendaire, est un avertissement à la magistrature, mais aussi un testament, puisque Borsellino le sait, le prochain sur la liste, c'est lui. Ce jour-là, il ne lui reste que 55 jours à vivre. Malgré la tristesse de ces drames, je voudrais clore avec une courageuse conviction qui transparaît à travers les mots de Giovanni Falcone. La mafia est un phénomène humain, et comme tous les phénomènes humains, elle a eu un commencement, une évolution, mais elle aura aussi une fin.